chargée d'études au Centre Tricontinental, pour celles et ceux qui connaissent. Et le troisième, une pétition que nous avons appelée Pas de justice climatique sans justice sociale, sans justice commerciale, sans justice fiscale, sans justice tout court, et dans laquelle on porte 3 revendications à l'intention des décideurs politiques belges. La première, c'est de protéger les victimes des changements climatiques en s'attaquant aux accords de commerce internationaux qui aggravent la situation et le réchauffement climatique. La deuxième, c'est de défendre la paysannerie en augmentant l'aide publique au développement pour soutenir l'agroécologie dans les pays du Sud. Et la troisième, c'est de mettre fin à l'impunité des multinationales en demandant des règles contraignantes pour le respect des droits humains et de l'environnement. Voilà, donc cette pétition, elle est encore ouverte. Je vais vous mettre tous les liens maintenant. N'hésitez pas à diffuser autour de vous, à signer la pétition et voilà, à aller visiter tous les supports qu'on avait prévus pour cette campagne. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci Flora, pardon, on a eu des petits soucis de micro. Donc, nous allons maintenant passer au feu de l'action et présenter nos super intervenants que je remercie déjà chaleureusement d'être là aujourd'hui avec nous. Donc, est-ce que vous avez votre vidéo? Est-ce que le public a la chance de vous voir? Je ne sais pas, mais j'espère. Donc, nous avons tout d'abord avec nous David Tillus, qui est le directeur exécutif du GAF et qui est également un de ses membres fondateurs. Nous avons ensuite Virginie Pochon, qui est elle responsable de projet et qui, pour l'anecdote, j'ai lu ça sur votre site, je trouvais ça marrant. Tu as débarqué en 2000 en Haïti, qui à la base pour 2 ans, et finalement, on a cru comprendre que tu n'avais plus quitté l'île. Donc, je pense que tu as énormément de choses à nous raconter sur la situation et le contexte. Donc, ces deux personnes, ces deux intervenants sont membres du groupe d'action francophone pour l'environnement, qui est donc l'association qu'on a invitée aujourd'hui, qui, comme Flora le disait, est membre d'Entraide et Fraternité, qui milite pour le développement local et l'éducation relative à l'environnement en Haïti. Et donc, son objectif est clair, c'est construire une société civile haïtienne revendicative et engagée, qui œuvre pour l'émancipation de ces territoires et pour une transition écologique et sociale. Donc, on est en plein dans le cœur de ce qu'on a envie de débattre aujourd'hui, donc c'est génial. Et une spécificité intéressante du GAF, c'est son approche territoriale du développement. Et en effet, si, par exemple, au CNCD 1111, on a souvent une approche plus internationale des enjeux, je pense qu'avoir une approche locale est tout aussi indispensable et que c'est très important de faire combiner les deux pour avoir vraiment un discours et des revendications qui communiquent entre elles et à des différents niveaux de demande aussi qui soient complémentaires. Donc, ça s'annonce très riche en échanges. Alors, avant de passer à la discussion, je vais vous montrer une petite vidéo qui montre un peu le travail du GAF et qui est, je pense, aussi très entraînante. Je l'ai trouvée très bien. Alors, je vais juste chercher comment je vous montre ça un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, parfait. Alors, je mets mon écran en grand écran et je vais vous montrer la vidéo. Vous avez le son aussi? Non. Non, non, Rebecca, tu dois aller en bas. Et il y a à un moment donné dans les options la possibilité de partager le son de mon ordinateur.
On n'a pas de son, Rebecca. Vous n'avez pas de son? Ah, ça c'est dommage parce que la musique est très entraînante. Ouais. Jérôme, est-ce que tu sais comment je peux mettre du son? Oui, tu m'entends, Rebecca, ou pas? Oui. Oui, parfait. Alors, normalement, vous êtes actuellement en plein écran, tu as option d'affichage et normalement, tu peux partager le son de l'ordinateur. Mais Donc, c'est dans ton partage d'écran, tu as normalement une petite fenêtre qui est verte, a priori, et il y a option d'affichage sur l'écran que tu partages et tu peux… Je vois pas ça. Je propose que je t'envoie le lien, que tu le projettes à un moment autre de la réunion et qu'on commence la Oui, si tu veux. discussion, si ça va. Pas de souci. Comme ça, on ne perd pas trop de temps. Je suis désolée. On mettra ça de toute façon avant la fin de la réunion parce qu'elle vaut vraiment la peine. Ah oui, j'ai vu partager le son de l'ordinateur. Bon, alors je peux continuer peut-être. On se lance, on vise l'autosuffisance et on ose, on propose un profond changement des choses. Vous entendez? On avance dans la désobéissance et on sème en urgence les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Ok. Le problème technique. Rebecca, si tu veux, tu peux m'envoyer le lien de Oui. la vidéo et je gère les vidéos pour toi. Ok. Est-ce que là, on m'entend? Oui. Oui. Ok. On va commencer la discussion. Excusez-moi pour ce problème technique. Donc, David, Virginie, commençons dans le feu de l'action directement. Est-ce que je peux d'abord vous demander de nous mettre un peu, peut-être même retourner un petit peu en arrière et de nous expliquer un peu le contexte en Haïti avant la pandémie, comment ça se passe au niveau social, au niveau politique? Je pense qu'il y a eu pas mal de rebondissements. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan synthétique de la situation? Et je dis bonjour à tout le monde pour certains et puis bonsoir pour d'autres. Je voulais saluer les gens de BD, d'entraide et tout. Et je ne vais pas citer de nom pour ne pas créer de la jalousie parce que j'ai vu la liste est extrêmement longue. Et bien avant, et je voulais féliciter le CNCD pour cette initiative avec Entraide et toute l'équipe pour réaliser cette activité autour d'Haïti. Le plus souvent, on a toujours tendance à parler d'Haïti dans le sens négatif, mais ce matin, on va faire le tour. Donc, il va avoir des côtés positifs parce qu'en ce moment, c'est le monde qui est en crise. Pour la première fois, ce n'est pas Haïti uniquement. Donc, je pense que c'est là, ça pourrait être intéressant qu'on arrive à débattre, à discuter vraiment autour de la question. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de s'arrêter sur le contexte global du pays avant le COVID-19. Car depuis 2018, Haïti vit une période d'instabilité socio-politique, économique ancrée. Le budget national de ce pays n'a pas été voté depuis 2017. Les élections normalement prévues en octobre 2019 n'ont pas eu lieu, laissant le Parlement dysfonctionnel après la fin des mandats des députés et des 2/3 des sénateurs le 13 janvier 2020. Jovenel Moïse, désormais, règne seul au pouvoir. Il dirige par décret. Le 4 mars 2020, un nouveau gouvernement a été nommé, avec à sa tête comme Premier ministre Joseph Jout, ancien ministre de l'Environnement. À noter que le mandat des maires arrive à échéance en juillet 2020, avec le présage de la nomination d'agents intérimaires à la solde du pouvoir pour les remplacer. C'est juste pour vous montrer
qu'est-ce qu'on va avoir à partir de juillet 2020 en Haïti sur le plan politique. Sur le plan économique, en 2019, Haïti a vécu une crise connue sous le nom de pays LOC. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment à l'échelle mondiale, Haïti avait déjà initié cette approche-là. Vivre dans le cadre de pays, en tout cas le pays est fermé. Allant de septembre à novembre, ceci a été précédé du mouvement similaire en juillet 2018 et ensuite en février et juin 2019, ayant déjà eu des conséquences sur les ménages haïtiens, surtout les plus vulnérables. La crise pays LOC a découragé des investissements, obligé des entreprises à fermer leurs portes, entraînant des pertes d'emploi pour leur personnel et continue d'affecter la capacité du secteur commercial à reprendre des activités, notamment de peur de revivre une crise. D'où la situation économique, Virginie, on pourrait dire que ça a commencé à être catastrophe depuis 2019. Mais on pourrait parler d'une continuité en Haïti. Et sur le plan sécuritaire, Virginie. Bon, sur le plan sécuritaire, en fait, c'est un peu une partie d'un tout. On a observé une augmentation des gangs armés et la facilité à se procurer des armes à feu illégales qui sont un défi de taille pour la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réintégration et la police nationale qui manque cruellement de ressources et d'effectifs pour pouvoir y faire face. L'insécurité, elle a aussi des répercussions au-delà des blessés et des homicides puisque l'accès aux services de base devient quasiment impossible pour les femmes enceintes. Il y a beaucoup de maternités qui sont fermées, des personnes qui ont besoin de soins réguliers, comme les personnes qui sont sous dialyse, n'ont pas accès à leurs soins. Donc, cette question d'insécurité, elle a vraiment des répercussions sur le fonctionnement normal des personnes les plus vulnérables, en tout cas. Le pays LOC a eu aussi un impact sur l'accès aux services de base dont on vient de parler, mais aussi l'école. Oui, la fermeture, bien sûr. La fermeture, près de 70% des écoles durant la période pays LOC a laissé plus de 3 millions d'enfants dans l'impossibilité de poursuivre leur éducation, selon le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et ensuite, il y a une institution orale rapporté en novembre 2019 que pour répondre aux besoins de base, des cas d'exploitation sexuelle contre argent sont fréquents et que les grossesses précoces sont en augmentation dans le Grand Sud. Cependant, des données ne sont pas disponibles à ce jour pour en faire le suivi. Des enfants en âge scolaire sont aussi retenus à la maison et mis au travail par leurs parents pour tenter de pallier à la précarité. Donc, c'est juste pour vous contextualiser le contexte d'Haïti en ce moment. Mais ça a pris naissance depuis, ça a augmenté, l'intensité a augmenté vraiment. C'est à partir de la fin de 2018 et la quantité 2019. Donc, le coronavirus, maintenant, c'est un facteur déterminant, aggravant, on pourrait dire. Ok, et justement, pour rebondir là-dessus, maintenant, on en vient peut-être un peu au cœur de l'actualité, cette pandémie. Déjà, comment allez-vous? Quelle est la situation actuelle dans le pays au regard de cet enjeu-là? Et quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Rapidement, pour un peu nous situer comment c'est géré de votre côté du monde. Et moi, j'interviens sur l'aspect pour le gouvernement. Ok, donc j'ai été sur le site du ministère de la Santé publique aujourd'hui pour avoir les derniers chiffres officiels et on a 1386 cas déclarés, 34 décès. On peut dire que tous les départements sont atteints, mais c'est le département de l'Ouest qui est le plus atteint et le département des NIP qui est le moins affecté pour le moment. Mais il faut questionner ces chiffres en même temps. Oui, c'est ça. Parce que normalement, on n'a pas vraiment des indicateurs pour prouver, pour vérifier, pour dire que ces chiffres sont exacts. Oui. Tandis que parce que les gens ont peur d'aller à l'hôpital, les gens ont peur de dire qu'ils ont le COVID-19. Oui. Donc, c'est juste pour expliquer le contexte. Parce qu'il n'y a pas vraiment une sensibilisation, un travail pour conscientiser cette population concernant le COVID-19.
En fait, là, il y a une certaine sensibilisation, mais le fait est que les gens, tant qu'ils ne voient pas, ne prennent pas conscience du Covid. C'est tout dernièrement que j'ai pu rencontrer des gens de 15 Cove qui me disent « Ah oui, là, effectivement, on commence à connaître des gens qui sont affectés et du coup, peut-être que ce n'était pas une blague, cette histoire de Covid, peut-être que ce n'est pas encore un gros mensonge du gouvernement et peut-être que c'est vrai. » Donc, il y a toute cette relation entre la méfiance envers les gouvernants et la sensibilisation est vraiment efficace face au Covid-19. Donc, pour le gouvernement, c'est que le 19 mars 2020, Jovenel Moïse a confirmé les 2 premiers cas de coronavirus en Haïti. Il a déclaré l'état d'urgence sanitaire et ordonné en même temps la fermeture des écoles, des usines et des entités religieuses. Il a instauré un couvre-feu et fermé les frontières du pays, bien avant, sans concertation avec la République dominicaine, en prenant cette décision-là. Les rassemblements autorisés sont passés dernièrement de 10 à 5 personnes. Donc, le 6 avril, il y a une commission multisectorielle de gestion de la pandémie du COVID-19 a été mise en place. Donc, 18 millions de dollars ont été dépensés pour acheter du matériel en Chine. La situation à la frontière reste préoccupante avec l'intensification du nombre d'Haïtiens qui retournent de la République dominicaine. Depuis la fermeture officielle de la frontière terrestre par le gouvernement d'Haïti le 16 mars 2020 jusqu'au 28 avril, au total de 17 314 migrants haïtiens sont retournés en Haïti. Donc, au niveau du COVID-19, la population ne fait pas confiance aux acteurs, principalement le gouvernement. Donc, le peuple ne prend pas vraiment au sérieux les communiqués du gouvernement concernant le COVID-19. J'aimerais ajouter aussi que malgré toutes ces mesures qui ont été prises et qui ressemblent étrangement à toutes les mesures qui peuvent être prises un peu partout dans le monde, la plupart ne sont pas respectées. Je prends celle du couvre-feu. Normalement, il y a couvre-feu de 5h et de 20h à 5h du matin. Soyons clairs que le couvre-feu n'est pas respecté. Donc, prendre des mesures, chose, les faire appliquer, c'est vraiment une autre dimension. Voilà. Donc, la crédibilité aussi, elle se mesure. C'est-à-dire que si le gouvernement n'est pas capable de faire appliquer ses propres mesures, la population ne va certainement pas prendre les choses au sérieux. C'est la multiplication des cas qui fait prendre conscience. Et c'est ça qui est vraiment dommage. Je pense que c'est là le problème est plus difficile en Haïti. Parce que si on ne fait pas confiance au gouvernement, comment on peut mettre en place une politique pour faire face avec cette crise? Donc ça, c'est fondamental. Clairement, au niveau des collectivités territoriales, les maires pouvaient travailler sur le territoire avec des acteurs qui sont déjà impliqués dans des dynamiques. Mais il va y avoir une transition avec ces élus-là. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre que la situation n'est pas simple et la situation, l'intensité de cette situation peut être augmentée à n'importe quel moment et ça peut être catastrophique vraiment pour ce pays. Alors, on prévoit un pic entre juin et juillet, mais ce n'est pas très précis puisqu'effectivement, on a un nombre de tests qui est limité et une connaissance de la propagation, de la vitesse de la propagation qui n'est pas vraiment très, très nette. D'accord. Petite question complémentaire par rapport à votre travail et le fonctionnement de votre organisation en 2 mots. Comment vous vous organisez? Comment ça se passe face à ces circonstances? Bon, le principal frein du coronavirus tient à la limitation des rassemblements à 5 personnes. Ce qui implique qu'aucune action de formation, d'information, de mobilisation citoyenne n'est possible physiquement. Des dynamiques sont fragilisées, voire cassées. Des activités prévues sont au mieux reportées, au pire annulées. La couverture Internet n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire pour pouvoir organiser des rencontres ainsi. Et l'accès à de nouveaux outils comme Zoom reste limité. Dépendamment des cibles, sachant que l'électricité est distribuée de façon sporadique.
Par exemple, nous avons en moyenne 12 heures d'électricité par semaine, en 2 fois la nuit. Comment travailler dans ce contexte? Il y a de fortes inquiétudes sur les orientations et réorientations de l'aide internationale vers les organisations dominantes. Donc, c'est une crise qui s'annonce énormément. Et au niveau des organisations locales, ça peut pas seulement casser, mais créer même la fermeture des organisations locales définitivement. Et ça va fragiliser la démocratie citoyenne dont on en parle. Ok, merci. Ok, donc maintenant je vais passer à une autre prise de température et de réalité, mais plutôt sur le volet du changement climatique. Donc comme on sait, quand on parle de justice climatique à l'échelle internationale, on regarde souvent les pays les plus responsables, mais qui sont souvent les moins impactés par les effets du changement climatique, et puis les pays qui ont quasiment pas ou pas du tout contribué à ce qu'on connaît aujourd'hui et qui pourtant en font les frais, en payent le gros de la facture. Et donc, je voulais un peu vous demander rapidement, nous expliquer quels sont les effets du changement climatique sur Haïti. Et on sait notamment que le 1er juin, c'est le début officiel de la saison des ouragans. Donc voilà, peut-être pour expliquer à ceux qui sont moins familiers avec la situation, comment ça se passe et quels sont les effets perceptibles aujourd'hui des changements climatiques sur l'île. Alors, l'effet le plus perceptible et celui sans doute qui a le plus d'impact sur l'économie et sur la vie au quotidien, c'est le dérèglement des saisons. Okay. La pluie ne vient pas quand on l'attend, et quand elle vient en force et elle ravage tout. Par exemple, sur le plan économique, on ne l'a pas dit, mais la période d'avril, mai, juin, c'est une période charnière. Et il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie, donc il n'y a pas de récolte. Cette crise du coronavirus va venir intensifier une crise alimentaire prévue déjà par de nombreuses ONG qui travaillent dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc on s'attend vraiment à une crise humanitaire majeure du fait du manque de pluie. À ceci ajouter que le pays LOC à décapitaliser les ménages, et les ménages ruraux y compris. Et de ce fait, certains paysans ayant peur qu'une nouvelle crise de pays LOC arrive et qu'ils ne puissent pas écouler leurs marchandises, n'ont pas investi dans les semences, soit parce que justement ils se méfiaient de ce qui allait leur tomber sur la tête, soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'acheter des semences. Donc, c'est vraiment une situation gravissime sur le plan économique et sur le plan environnemental, puisque la pluie, effectivement, elle bénéficie aux paysans, elle bénéficie aussi à la nature. Et donc, on s'attend à une crise majeure. Donc, ça, c'est vraiment le point numéro 1 perceptible par tous en Haïti, cette question de dérèglement des saisons. Par exemple, mais ça, je crois qu'en Europe aussi, il y a eu une vague de chaleur et on s'attend à un été particulièrement chaud. Ce mois de mai aussi en Haïti a été particulièrement chaud. Sur un autre plan, la question de la perte de la biodiversité, enfin, c'est des impacts qui sont assez universels, je dirais. C'est pour ça que le changement climatique est un enjeu global. C'est plus perceptible en Haïti parce qu'on est sur une île et que c'est un petit territoire et qu'il a une vulnérabilité accrue du fait de la dégradation de son environnement. Mais les impacts du changement climatique sont les mêmes qu'un peu partout ailleurs, avec ce dont je viens de parler, et puis cette perte de biodiversité, les températures qui augmentent, le niveau de la mer qui augmente, la salinisation des terres du littoral, des pertes d'infrastructures sur le littoral, des routes qu'on a construites au bord de la mer et puis qui maintenant sont sous la mer, le poisson qui va plus loin parce que la mer s'acidifie. Enfin, voilà, c'est vraiment toute la palette des impacts du changement climatique. Mais je dois dire aussi, c'est que l'environnement n'a jamais été une priorité pour l'État haïtien. Et sans doute, je pense que on ne pourrait pas s'attendre à vraiment avec quelque chose. Tout tant que ce pays continue à diriger par des médiocres et des corrompus. Donc, on constate ces derniers mois la multiplication d'actes criminels dans les parcs de la forêt des pins et de la visite et des incendies.
les autorités ont les yeux rivés sur le coronavirus. Les criminels ont le champ libre. Donc, c'est-à-dire que c'est juste pour faire comprendre. Par exemple, en parlant de la protection de l'environnement, la question du changement climatique, par exemple, l'option de l'État haïtien. Et l'environnement haïtien est déjà largement maltraité. Et pourtant, l'État haïtien a préféré acheter des masques en Chine qui prendront 450 ans pour se dégrader au lieu d'encourager une production locale de masques lavables en tissu, respectant les normes sanitaires. Et il n'y a pas vraiment une politique pour la protection de l'environnement et la question du changement climatique. Il y a des idées, il y a des projets. Par exemple, en 2017, il y a le projet d'intégration des risques liés au changement climatique dans les processus de planification du développement national en Haïti. Il y a des effets, mais concrètement, il n'y a pas une politique publique pour matérialiser ces choses-là dans le pays. Et pour rebondir là-dessus, donc vous me dites qu'il y a quand même des petites bribes de tentatives de projets et de régulation. Est-ce que vous avez vu un changement ou un recul juste précisément depuis que la pandémie est arrivée sur l'île ou pas? Je pose cette question pour un peu la contextualiser parce qu'en fait, dans plusieurs endroits du monde, on s'est vraiment rendu compte de ça, que de nombreuses normes environnementales, climatiques étaient affaiblies, voire carrément, on a tenté de les supprimer sous prétexte de crise sanitaire, mais souvent on se rend compte que derrière, c'était des lobbies du secteur automobile, aérien ou pétrolier. Et donc voilà, ça pose aussi la question de qu'est-ce que nos politiques font comme choix et où ils mettent leurs priorités, alors qu'en soi, on sait que l'enjeu climatique ne va pas disparaître, on n'aura pas de vaccin contre cet enjeu-là. Mais c'est ça, et je pense que la question que tu poses, elle est fondamentale, c'est qu'en fait, cette pandémie-là, elle a révélé vraiment la médiocrité des dirigeants, mais pas seulement en Haïti, c'est un peu à l'échelle globale quand même. C'est-à-dire que la vague du coronavirus, elle n'a rien à voir avec la vague qu'on va se prendre et qu'on se prend déjà du changement climatique. C'est un prémisse, c'est un indice qui devrait alerter les dirigeants pour dire attention, effectivement, les scientifiques, la société civile nous alertent depuis combien de siècles sur cette question de changement climatique. Là, on a quand même un virus qui viendrait quand même de cette question de destruction de la biodiversité, peut-être même climatique, mais ça, je ne suis pas suffisamment bien placée pour le confirmer. Et il n'y a pas un dirigeant qui s'est dit « Ok, là, effectivement, il va peut-être falloir qu'on prenne le sujet vraiment très au sérieux et on va en faire une priorité. » Non, on relance l'automobile, on relance l'aérien, enfin, on n'a rien compris. Donc, qu'est-ce qu'on attend de nous en Haïti, de nos dirigeants qui sont quand même sous l'influence, en tout cas, de ces grands dirigeants qui décident pour le monde? On a des politiques en Haïti. Je vais juste regarder cette discussion pour la suite parce que c'est exactement ça dont on va parler dans la deuxième partie. Donc, donc je voudrais juste corriger quelque chose, c'est qu'il y a quand même des politiques publiques sur le climat. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de politique publique. Il y a la politique nationale de lutte contre le changement climatique. On a la contribution déterminée nationale qui était provisoire, qui est devenue maintenant déterminée. Donc, on a quand même des outils. Mais soyons honnêtes, en Haïti, ces outils, ils existent pourquoi? Parce que l'État a simplement reçu un coup de main et des financements de bailleurs étrangers qui ont mis la pression pour avoir ces documents. Mais après ces documents sont écrits. Point final. On est là. Et quand on discute avec des diplomates, parce que pour préparer ce webinaire, on a un peu interroger nos partenaires. Du côté diplomatique, on vous dit, mais ah ouais, il y a des politiques environnementales et climatiques en Haïti. C'est une vérité, le document existe, mais il n'est pas mis en œuvre. Du côté des bailleurs de fonds, on vous dit que l'environnement n'est pas une priorité. Donc, les textes existent, et c'est tout. Mais ce problème-là, ce n'est pas seulement Haïti. Hein. Ce problème-là, ce n'est pas seulement Haïti, c'est à l'échelle planétaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une priorité pour les acteurs, pour les gens. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des citoyens, citoyennes déterminés, convaincus. Et si je peux ajouter quelque chose, donc ce qu'on a pu révéler, parce que de l'enquête qu'on a menée pour avoir justement ces indicateurs de l'impact du coronavirus sur les politiques publiques environnementales et climatiques, on
on ne l'a pas vraiment mesuré, si ce n'est à travers les incendies qui se multiplient dans les parcs nationaux, ce qui est quand même extrêmement inquiétant du fait de la diversion du Covid. On a aussi normalement la frontière qui est fermée. Le président a décrété l'état d'urgence, il a fermé les frontières. C'est quand même extraordinaire, si les frontières sont fermées, qu'on arrive toujours à trouver des produits de contrebande sur le territoire haïtien. Par exemple, le polystyrène expansé. Voilà. Donc, continue. Les contenants alimentaires à usage unique en polystyrène expansé sont certes un peu moins disponibles sur le marché, mais n'empêche que si la frontière était effectivement fermée, on ne devrait même pas en trouver une de ces boîtes. C'est juste pour vous donner une idée de la situation, vraiment. Voilà. Le prix de ces boîtes a augmenté un petit peu, mais c'est à peu près le seul effet positif du corona sur l'environnement. Et en ce moment, c'est ce qu'on essaie de dire aux gens, on a une carte. Le COVID-19 a donné à Haïti une opportunité énorme parce que l'État haïtien avait fait sortir un décret pour interdire le styrofoam en Haïti. Et aujourd'hui, ils ont soi-disant fermé la frontière. Normalement, on devrait matérialiser ce décret, à savoir que dit Haïti n'utilise plus ce produit. Au niveau du ministère de l'Environnement, on devrait avoir des gens au sein du ministère de l'Environnement pour dire c'est maintenant qu'on a trouvé l'opportunité parce que on ne peut plus faire rentrer le styrofoam en Haïti. Maintenant, concrètement, on demande aux acteurs de ne plus utiliser cet outil-là. Mais non, les organisations devraient s'organiser pour faire un faisceau pour pousser cette dynamique. Mais non. Et il y a un point aussi qui, à mon avis, sera inquiétant, c'est la déforestation. Ça, on n'a pas de chiffres et on n'a pas d'indicateurs réels là-dessus. Mais le fait que les ménages sont décapitalisés, ceux qui avaient l'habitude d'utiliser du gaz propane risquent de ne plus avoir les moyens de l'utiliser. Et je pense que le Covid risque d'avoir un impact non négligeable sur la déforestation en Haïti. Ok. Merci pour cette première mise en contexte. Je pense que c'était très riche et ça nous donne un aperçu assez clair des défis et des enjeux actuels. Donc maintenant, peut-être, David, tu parlais d'opportunités. Donc ça me fait rebondir sur la seconde partie parce que, bon, ça dépend évidemment de où on regarde et où on écoute, mais on est quand même beaucoup à se demander si cette crise, la crise actuelle, ne pourrait pas être une réelle opportunité pour changer, pour repartir sur d'autres bases et pour reconstruire différemment. Donc, si on prend simplement l'enjeu climatique, on voit aujourd'hui que 2020 devait être une année clé pour le climat, que ce soit au niveau de la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais plus largement pas que le climat et l'environnement aussi, parce qu'il y avait un très grand sommet qui était prévu pour la biodiversité en Chine en octobre. Et pourtant, voilà, on a l'impression qu'on sait déjà qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction et on a l'impression que nos États vont juste continuer sur cette mauvaise pente et ne pas du tout saisir cette opportunité, comme je le disais, de reconstruire mieux et différemment. Donc, avant de plonger un peu dans cette discussion, je voudrais d'abord vous interroger à chaud sur qu'est-ce que vous voyez comme lien entre la crise climatique et la crise sanitaire, peut-être un lien qui vous paraît assez frappant et une différence. Que là, on se dit, on ne peut absolument pas les comparer. On en a déjà un peu discuté en amont, mais ce serait intéressant de mettre ça clairement. Et quelles leçons, selon vous, on pourrait tirer de cette pandémie par rapport à la crise climatique? Un point commun, pour moi, en Haïti, je parle d'Haïti, là, vraiment en Haïti, ce sera la corruption, puisqu'elle est institutionnalisée. Et la pandémie, pour certains, va être une manne. Tout comme le changement climatique peut être une superbe opportunité d'avoir accès à des financements et de détourner ces financements. Alors, ce n'est pas très réjouissant, mais pour moi, c'est vraiment le lien que je fais. Je ne suis pas le seul, puisqu'on va l'aborder tout à l'heure. Il y a quand même une initiative citoyenne de vigilance et de solidarité qui se met en place autour des fonds Covid. Ça veut dire qu'il y a vraiment une méfiance extraordinaire face aux politiques en Haïti. Moi, je dirais que la crise sanitaire actuelle représente une opportunité pour Haïti. Et pas seulement Haïti, pour le monde. Mais le cas d'Haïti, ce ne sont pas les rendez-vous qui ont manqué. Ce sont des dirigeants visionnaires intègres qui ont manqué. Sauf que cette fois, nous ne manquerons pas le rendez-vous.
l'opportunité de sortir de la pensée capitaliste et des modes de consommation, production mortifère. Réinventer la participation citoyenne. Prendre part aux décisions. Maintenant, il faut qu'on arrive à participer dans les prises de décision. Se regrouper en une force novatrice et proposer des alternatives concrètes. Valoriser les innovations sociales. Nous avons travaillé sur des choses qui ont marché, qui ont donné des résultats. Et c'est parce qu'on ne va pas valoriser parce que c'est pas mon organisation, comme ma structure qui prône ça. C'est ça. C'est ce qui fait la force du capitalisme dans ce sens-là. Je pense qu'il faut qu'on arrive à nous organiser. Les relations qui existent entre soi-disant pays du Nord et pays du Sud, il faut regarder ça. Parce que, avec l'idée que c'est le Nord qui possède des compétences, mais aujourd'hui, il y a des problématiques qui se posent actuellement dans le monde. C'est que les problématiques qui se posent pas seulement au Nord et au Sud, c'est les problématiques qui se posent pour la planète. Donc, on pourrait s'organiser ensemble pour rebondir, pour sortir, pour créer. Voir ce qui marche chez l'autre, comment ça a marché et comment construire ensemble. Que les gens du Sud comprennent bien, donc on va les former. Ou encore, les gens du Nord, ce sont des scientifiques, donc il faut avoir des cobayes pour expérimenter. Et il faut qu'on arrive à casser la question d'assistanat à la mendicité dans les pays du Sud. Parce que si on a des dirigeants corrompus, c'est parce que les acteurs du Sud n'ont pas joué leur rôle. Ils cautionnent ça, ils acceptent ça. Donc, sur le point solidarité, coopération internationale, je propose qu'on garde ça pour la question finale. Parce que c'était un peu le point, oui. Mais effectivement, il y a beaucoup à dire là-dessus. Ça m'interpelle, c'est parce qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Ouais. Parce que cette crise-là… Notamment sur ce volet-là. Il faut qu'il y ait une remise en question à l'échelle planétaire. C'est une façon de mettre la fin sur la question du Nord-Sud, je pense. OK. Bon, on réapportera cette question un peu plus en détail à la fin. Mais donc la différence, je voulais juste rebondir parce que tu avais demandé le point de la différence, ouais. Je vois quand même une différence majeure, c'est que le Covid, dans un pays où les gens vivent au quotidien, n'est pas vécu de la même façon qu'un pays comme la Belgique ou la France, où on peut être confiné. Enfin, soyons clairs, en Haïti, confiner les gens, c'est les condamner à mort. Un paysan ne peut pas se permettre de ne pas aller travailler dans la journée. Un travailleur du bâtiment ne peut pas se permettre de ne pas aller travailler avec sa pelle pour prendre la roue libre dans la canne. Enfin, c'est une différence totalement majeure. C'est cette perception que le Covid ici, le monde ne s'arrête pas de tourner parce qu'il y a le Covid. Pourquoi il ne s'arrête pas de tourner? Parce que c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Alors que dans les pays où on a du chômage technique, on a quand même un minimum de ressources, même si parfois c'est quand même pas satisfaisant. Mais en Haïti, tu travailles pas, tu n'as pas de ressources. Même lorsque tu travailles, tu n'arrives pas. Hein? Ouais. voir maintenant. Et les leçons, selon vous, qu'on pourrait tirer de cette crise et de la gestion actuelle de la pandémie face au réchauffement planétaire, est-ce quelque chose qui vous vient à l'esprit? Ah oui, clairement. Oui. Moi, clairement, c'est la cacophonie de la société civile. Alors, je suis vraiment désolée parce que je fais partie de ces sociétés civiles. J'ai particulièrement observé ce qui se passe depuis le Covid. Je fais à peu près le même constat que pour le changement climatique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais il n'y a pas de convergence. Et ça me fait extrêmement mal, vraiment. Tout le monde y va de sa petite proposition, mais il n'y a pas un consensus, il n'y a pas une convergence, vraiment une vraie force qui serait porteuse d'alternatives, mais d'une voie unique. Et moi, je pense qu'avec ça, nous, on a réfléchi là-dessus. Et ça fait partie du système, hein, le fait de créer ces genres de divisions entre les acteurs de la société civile. Ouais. Donc, parce qu'on veut se positionner, se montrer, on a la solution. Tandis que ça fait l'affaire du capitalisme. Hein, et c'est le capitalisme qui crée cet imbroglio au sein des acteurs de la société civile. Quand je parle des acteurs de la société civile, pas seulement en Haïti, c'est dans le monde. Ouais. C'est chaque groupe dans un petit coin pour régler leurs affaires, faire fonctionner l'entreprise.
Et tandis que ce n'est pas ça. On est là pour répondre aux besoins réels des gens qui sont dans le besoin. C'est ça notre rôle. Et de retourner avec l'idée première des organisations. L'organisation, on n'a pas créé une organisation. L'organisation n'existe pas pour faire fonctionner une boîte comme une entreprise. L'organisation est constituée avec des militants, des gens qui voient les choses d'une autre façon, en dehors du monde politique, et proposent des choses et mobilisent pour faire avancer certaines choses. Je pense que c'est ça, le COVID-19. C'est l'élément déclencheur pour dire, attention, ça fait longtemps qu'on tourne autour de ce système-là. On cautionne le système direct ou indirectement. Ça peut choquer les gens, hein, ce discours-là. Je n'en disconviens pas. Mais il faut avoir le courage de le dire en ce moment. Sur la table de négociation, les acteurs de la société civile ne font pas le poids parce qu'ils sont divisés. Ils sont divisés et on n'arrive pas à créer un consensus pour là où on se met d'accord pour construire ensemble. C'est pour ça qu'il faut regarder, tourner la tête pour dire que nous ne sommes pas innocents dans ce qui se passe aujourd'hui. Et le COVID nous met à nu. Le COVID nous présente la fin de ce système. Ok, ben, ça fait la parfaite transition avec Maintenant, comment reconstruire? Si on doit reconstruire, il faut m'arrêter. Non, mais on est complètement synchro. J'allais justement parler de la partie reconstruction, justement. Parce que c'est ça, maintenant, effectivement, il y a le constat qu'on doit se réorganiser et on doit taper sur les mêmes clous, comme dit notre secrétaire général. C'est important que la société civile ait les mêmes chevaux de bataille, en tout cas en ce moment donné, pour qu'on ait une force de frappe commune. Et donc voilà, pour un peu recontextualiser cette dernière partie, on a lu beaucoup au début dans les médias, au début de la pandémie, que la pandémie était bonne pour l'environnement, que ça avait accordé une trêve à notre planète, que les émissions de CO2 avaient baissé, que la nature allait mieux, etc. Sauf que quand on y réfléchit un peu plus, on se rend compte qu'on est face à une récession, à un arrêt de l'économie, en tout cas dans beaucoup de régions du monde. Vous m'expliquez qu'en Haïti, ça ne peut pas complètement s'arrêter, mais en tout cas, il y a un ralentissement très fort. Or, ce qu'il faut pour vraiment changer le monde, enfin, en tout cas, améliorer toutes les crises qu'on est en train de connaître, que ce soit des inégalités, que ce soit de l'environnement ou du climat, c'est une réelle transition systémique profonde. Donc, c'est vraiment revoir nos modes de fonctionnement, comment on produit, comment on consomme, comment on se déplace, et les voir de manière vraiment systémique pour avoir vraiment des changements sur l'environnement, le climat, etc. Et donc, la question qu'on commence tous à se poser, comme vous comment l'avez on gouverne, si je peux ajouter? Pardon? Et comment on gouverne, tout à fait. La gouvernance et la démocratie, c'est vrai que sans ça, on a beau avoir des idées, comme vous le disiez, il y a des mesures qui sont sur papier, mais après, il faut les mettre en œuvre. Et donc, la question qu'on se pose, c'est comment redémarrer, mais redémarrer mieux, et en fait, pas redémarrer, mais reconstruire. Et donc, vous en parlez vous-même dans un article que j'ai trouvé sur votre site, qui date du 11 avril. Et donc, c'est assez bien illustré. Alors qu'il n'y avait même plus d'argent pour le climat, en peu de temps, nous avons débloqué des milliards pour sauver la sacro-sainte économie. Et c'est bien l'illustration qu'on est de nouveau en train de repartir comme si de rien n'était, sans avoir réellement compris. Mais pourtant, je pense qu'il faut quand même souligner qu'il y a des signaux un peu positifs et encourageants. C'est qu'il y a certaines grandes personnalités comme le secrétaire général des Nations Unies, la directrice du FMI, qui sont quand même en train de se dire il va falloir que cette relance économique, ou appelons reconstruction comme on veut, prenne en compte l'urgence de sauver notre planète aussi, parce que sinon on va perdre des décennies. Après, est-ce qu'on les croit, est-ce que c'est du greenwashing ou pas, on peut aussi en débattre, parce que ce sont souvent des grandes déclarations qui n'ont pas toujours suivi par des faits. Et donc voilà, la question que j'ai maintenant pour vous, c'est est-ce que cet après est déjà envisagé par votre gouvernement? J'ai cru comprendre que sans doute pas, mais par votre ONG, qu'est-ce que vous voyez pour la suite et qu'est-ce que vous avez envie de demander à vos gouvernements, mais aussi, comme on parlait un peu en tant que société mondiale, quelles seraient vos demandes très claires? Donc, à ce stade, l'État ne se projette pas dans l'après-Covid. Il gère l'urgence de la situation sanitaire. Tout comme une majorité de bailleurs qui orientent les fonds sur le COVID-19. Ce qui est une aberration totale, puisque la catastrophe socio-économico-environnementale et publique fera bien plus de victimes que le COVID. Cependant, il y a des acteurs de la société civile qui se mobilisent. Par exemple, on peut prendre dans 3 cas, Virginie. Oui. Alors, on a pris 3 cas que nous connaissons. Mais il y en a d'autres. Hein? Il y en a peut-être. En Haïti, on parle pour Haïti. Voilà.
Donc pour nous, et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en Haïti, tu ne peux pas détacher la gestion du Covid, du changement climatique, de la corruption, puisque la corruption est institutionnalisée à tous les niveaux de la société. Et donc, il y a une initiative qui est prise par le groupe citoyen Nous Pas Dormi. C'est eux qui ont lancé le Petro Challenge pour le procès Petro-Caribé de détournement de fonds par les gouvernements successifs, les derniers gouvernements successifs. Je ne vais peut-être pas m'éterniser là-dessus. Et donc, posez des questions dans le chat si jamais vous ne connaissez pas l'issue. Oui, voilà. Exactement. Et donc, du coup, ce mouvement citoyen Non Pas Dormi a mis en place, a lancé une initiative citoyenne de vigilance et de solidarité qui appelle la société civile et tous les acteurs destinés à recevoir des fonds Covid à les gérer de façon transparente. Et donc, à inciter les citoyens à être très vigilants par rapport à la gestion du fonds Covid. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour certains, c'est une manne. C'est terrifiant quoi, de vivre dans une société où tu te dis que la mort est bonne pour un petit groupe de cette société. Et puis, deuxième initiative, et je pense que ça va venir sur le dos d'Haïti dans 9 mois, c'est qu'il y a le Centre d'analyse et de recherche en droits humains et qui a été appelé le président de la République, Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse déclare que son mandat prendra fin le 7 février 2022. Donc, et ce groupe-là a fait une analyse juridique concernant le mandat présidentiel et de Jovenel Moïse. Donc, le président doit partir le 7 février 2001. Donc, le rapport conclut, les protagonistes, notamment le président Jovenel Moïse, doivent se montrer lucides et responsables, car le pays s'enlise dans une crise institutionnelle et politique profonde inédite. Au-delà de la situation socio-économique et désastreuse actuelle, le président de la République, l'opposition et la société civile doivent se montrer clairvoyants et vigilants en proposant des solutions légitimes, novatrices et constructives, ainsi que des plans d'action clairs sur la formule de transition à adopter. C'est-à-dire que le président de la République doit partir le 7 février 2021. Donc, c'est une autre crise. Quand on parle de la suite, après, donc Haïti va être au cœur concernant le COVID-19. Je pense que le COVID-19 va rester 2 ans encore dans ce pays, hein, si je pourrais dire, pas seulement Haïti, mais on va assister à une crise en Haïti sur le plan politique parce que le président ne veut pas partir le 7 février 2021, tandis qu'il veut rester pour 2022, il veut partir en 2022, tandis qu'il y a une mobilisation citoyenne qui commence à se sentir autour de cette question. Et le troisième groupe, c'est le GAF. Et oui. On a fini par nous-mêmes. C'est meilleur pour la fin. On n'a pas attendu la crise du coronavirus pour lancer un mouvement de construction solidaire, juste et écologiquement viable. Nous, on est, on est partie prenante du pacte pour la transition qui est né en France et qui tourne autour de 5 axes. Démocratie, justice sociale, administration publique, économie, climat et biodiversité. Le pacte pour la transition, c'est en fait une liste de propositions qui émanent directement des citoyens et des citoyennes sur les territoires. Donc, c'est-à-dire qu'en 2019, nous, on était sur le terrain, pendant le Payload d'ailleurs, pour aller demander aux citoyens pour les prochaines futures hypothétiques élections locales, que demanderiez-vous à un candidat qui se présente sur votre territoire, dans les 5 domaines que j'ai cités précédemment. Et donc, on a collé des propositions. On est arrivé à un moment là où on synthétise ces propositions grâce à des groupes de travail thématiques qui se sont réunis la semaine dernière en visioconférence. Dès le mois de juin, on reprend la route, malgré le corona, pour continuer ce travail de collecte des propositions citoyennes. Pourquoi? Parce que, comme David le dit, la démocratie est sérieusement en danger en Haïti. Et ce qu'on veut à travers le pacte pour la transition, c'est mobiliser les citoyens. Alors, on a un slogan, c'est « Réveiller, éveiller », le R entre parenthèses, la conscience citoyenne.
parce qu'en Haïti, c'est le citoyen qui sera déterminant. Si tu n'as pas une conscience citoyenne qui émerge et qui s'exprime, on aura toujours les mêmes dirigeants et on aura toujours les mêmes modes de Oui, oui, non, ce qu'on a aujourd'hui. Mais ce qu'on pourrait dire en ce sens, par rapport à la question pour dire comment voir la suite après la reconstruction, pour arriver, et c'est là encore, on peut regarder les relations au niveau de coopération entre le Nord et le Sud. Le GAF n'est pas seul à mettre ça en place. C'est parce qu'on a eu l'appui des acteurs en Belgique, par exemple le BD, Baudelaire-Gélène, qui nous appuie pas pendant le Covid pour mettre ça en place, pour construire cette mobilisation citoyenne. Depuis avant, il y a avec des acteurs de la société civile, par exemple Paix pour le Monde, il y a aussi Secours catholique, qui nous appuient pour pousser ces genres de questions sur des territoires. Parce que je vais vous dire une chose, Haïti n'a pas de problème d'argent en tant que tel. Haïti a des problèmes au niveau des dirigeants. Une fois, il faut avoir des citoyens responsables. Maintenant, on parle de l'agriculture. S'il n'y a pas des citoyens responsables pour porter des politiques, des citoyens qui jouent leur rôle sur le territoire, qui prennent leurs responsabilités, qui revendiquent et qui acceptent de suivre, mettre en place des mécanismes de suivi des dirigeants, on n'aura jamais un pays responsable. C'est juste pour vous dire qu'avec cette dynamique-là, l'idée, c'est de faire les 10 départements, de continuer à faire les 10 départements, à avoir une restitution au niveau national et que ces gens-là ont un outil en main pour interpeller les futurs candidats, interpeller maintenant les élus et mettre en place des balises pour suivre, pour jouer un rôle actif sur un territoire. Et je pense que si on arrive à faire ça, et c'est un mouvement inclusif, ce n'est pas seulement le GAF, ce n'est pas seulement ces acteurs-là qui nous accompagnent, au niveau local, il y a toute une mobilisation. C'est d'arriver à toucher beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'institutions pour dire concrètement, si ce n'est pas normal dans ce pays, près de 10 millions d'habitants, un président passe à 500 000 voix, un député passe à 4 000 voix. Sur un territoire, il y a 50, 70 000 habitants. Donc, il faut questionner le travail des organisations de base, les acteurs de la société civile. Donc, pourquoi ces citoyens restent chez eux et n'arrivent pas à aller voter? Et c'est là notre force, c'est avec notre bulletin de vote. Et je pense que le rentre dans cette dynamique avec deux acteurs pour continuer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose encore, il y a un mouvement citoyen national, citoyen pour le climat, qui est créé en Haïti à partir d'une dynamique d'Alternativa. Donc, il y a eu 4 villages Alternativa en Haïti et ça a donné naissance avec ce mouvement national citoyen pour le climat. Maintenant, ce qui est intéressant, ce sont des endroits reculés et qu'il n'y a pas de possibilité d'aller en voiture. Donc, les gens, il faut marcher pour y aller et que les gens commencent à questionner la question du changement climatique. Donc, pour dire que l'impact que ça a sur notre territoire. Ces citoyens-là sont mobilisés aujourd'hui et ils commencent à réaliser des actions, des activités citoyennes en Haïti. Par exemple, le 10 juillet 2019, on avait démarré avec un mouvement pour dire qu'on demande à l'État haïtien d'appliquer l'arrêté qui interdit les produits en polystyrène expansé. Donc, on a créé notre journée nationale contre le styrofoam. Et en 2020, avec cette mobilisation citoyenne des acteurs qui travaillent sur le pacte pour la transition écologique et sociale, on va avoir quand même l'activité pendant le COVID-19, articuler cette action, la journée nationale contre le styrofoam, avec le COVID-19. Donc, on ne peut pas les séparer. Mais c'est juste pour dire que, quoi qu'il arrive, on doit garder une dynamique de mobilisation citoyenne pour faire face avec la catastrophe économique, la catastrophe politique et la catastrophe sociale. Donc, c'est qu'il y a des choses qui bougent quand même, malgré la situation. Et il y a des acteurs qui acceptent de prendre des risques. Pour travailler sur ces genres de thématiques en Haïti, vous prenez des risques énormes. Énormes face au gouvernement, face au monde politique qui veulent toujours rester comme ils fonctionnaient, même avec des acteurs internationaux. Je ne vais pas parler de la communauté internationale. Certains acteurs internationaux qui ne veulent pas que cette population arrive à se bouger quand même. Donc, il faut solliciter ce genre de choses. OK.
Est-ce que vous voulez qu'on monte du coup la vidéo que vous m'avez envoyée à ce sujet? Ouais. Jérôme? Si c'est possible, avec plaisir. Oui, bah, on va essayer, hein, je ne vous garantis rien. Et Mais... j'ai mis le lien de la pétition sur le chat. Ouais. Jérôme, est-ce que tu peux projeter la vidéo que je t'ai envoyée? Je fais ça tout de suite. Merci. Après ça, le temps que Jérôme lance la vidéo, je vous annonce qu'on va bientôt passer au moment questions-réponses, parce que je vois qu'il y a pas mal de choses dans le chat et ce sera intéressant d'entendre aussi nos participants. Très bien. On prend soin de notre terre parce qu'on est bien les seuls à pouvoir le faire. On y met beaucoup d'amour au nom de toutes ces choses qui nous entourent. On se bat pour un avenir meilleur. On fait ce qu'on peut, ce qui nous semble bon. Pardon si on fait des erreurs. On pouvait pas rester dans l'inaction. Faudra en grimper des étages, en inventer des solutions, remplacer le béton par du végétal. Le vert est la couleur de la révolution. On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sait en urgence les fleurs de la résistance. On en passera des nuits debout et des journées à genoux dans les champs. On apprendra de nos doutes toujours dans le partage et dans l'échange ensemble. On s'en ira le long des routes, montrer comment la nature se défend. Si on refuse de le faire pour nous, qu'on le fasse au moins pour nos enfants. Parce qu'on veut pas être complice, faut bien qu'on puisse faire pousser des astuces, s'extraire de ce qui nous divise, faire notre part et 100 fois plus, sans jamais oublier nos piliers. D'un côté je m'oppose, de l'autre je propose, puisqu'il semble que nous sommes les derniers à pouvoir faire changer les choses. On se bouge, on se lance, on vise l'autosuffisance. Et on ose, on propose un profond changement des choses. On se bouge, on avance dans la désobéissance. Et on sait en urgence les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Les fleurs de la résistance. Alternative. C'est la résistance. Alternative. La résistance. Alternative. C'est la résistance. Alternative. La résistance. Merci Jérôme, donc ça c'était la première vidéo que je n'ai pas réussi à vous montrer, il a réussi avec brio. Il y en avait une seconde sur l'autre enjeu qu'ils viennent de mentionner, je ne sais pas si tu sais la mettre. Je n'ai pas le lien YouTube. Ah, c'est… Oui. Ah, ok. Super vidéo en tout cas, très entraînante, je suis ravie qu'on ait pu la voir avec le son, ça fait tout à fait autre chose. Et merci à Kalune de nous avoir autorisé à prendre sa chanson. Voilà la seconde vidéo et puis on passe aux questions-réponses. En Haïti, on le trouve partout, dans les agences de coopération, dans les ONG, dans les ministères, dans les restaurants, dans les commerces de rue, dans la rue, dans les arbres, dans les ravines, dans les canaux d'irrigation, dans les palétuviers, dans la mer, dans les poissons. Il est un cancer. Il est une bombe à retardement. Il bouche les égouts. Il pollue. Il ne se décompose pas. Il ne se recycle pas. Il se disloque en infimes particules polluantes. Sa fumée, quand on le brûle, est toxique. On l'appelle boîte manger, emboîté, foam au styrofoam. Il embarrasse plus ou moins et moins que plus les décideurs politiques et les organisations bien pensantes car tous l'utilisent et tous sont hors la loi. Depuis l'arrêté ministériel du 10 juillet 2013 qui interdit la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de ces produits. Un arrêté de plus qui n'arrête rien. Dites non
au styrofoam en Haïti et signez la pétition en vous rendant sur le site internet du GAF, www.gaf-haiti.org. Voilà, nous avons réussi à passer toutes les vidéos. Donc Virginie, je pense que tu as mis le lien de la... Oui, désolée pour les problèmes techniques. Tu as mis le lien de la pétition dans le chat, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, donc vous pouvez le retrouver plus haut. Oui, oui. Et alors, il y a un participant, Fabrice, bonjour, qui demande s'il est possible de mettre le lien de la vidéo Oui. dans le chat. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je peux directement le copier-coller. Ah oui, avec plaisir. Oui, bien sûr. Ok, d'accord, je vais faire ça. Alors, Flora, est-ce que je peux te donner la parole? Est-ce que tu peux répartir les différentes questions entre les participants? Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. N'hésitez pas à en poser, hein, parce que je pense que là, on a encore... C'est pour 17h30, c'est ça? Donc, on a encore un quart d'heure pour échanger. Donc là, si je remonte, désolée si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à vous manifester. Donc, la première question que j'ai reçue, c'est de Jean Taforo au sujet du Pays LOC. Je ne sais pas si c'est possible de débloquer les caméras et les micros pour chaque personne, s'il souhaite les poser. Sinon, je peux le faire. Mais donc, Jean Taforo qui voulait des précisions sur le Pays LOC de 2019. Oui, bonjour. Merci en pile, David, pour toute nouvelle de Tebanouyo. Ça t'est intéressant en pile. Je voulais, oui, j'ai pas très bien compris pourquoi tu avais parlé de Pays LOC déjà en 2019. Pour quelle raison il y avait ce LOC du pays? Je n'avais pas très bien compris. Merci. Donc, je réponds à Jean-Pierre? C'est Jean. Je réponds à Jean? Oui. Vas-y. OK. Jean, comment nous y est? Moi, bien content, m'entendez? On parle. Moi, pas plus mal, non? OK. Oui, c'est ça. Et je sais très bien que sur ce groupe-là, il n'y a que des connaisseurs. Hein. Pays LOC, c'est que les gens voulaient le départ du président de la République. Donc, ils ont tout fermé dans le pays. Donc, le pays est fermé. Il n'y avait pas d'école, le travail, tout ça. Et puis, des barricades partout parce qu'ils voulaient le départ du président de la République. Ouais. C'est d'où la naissance de l'expression pays LOC. De septembre à novembre 2019. C'est ça. OK. Merci. Merci avec pénurie d'eau et pénurie de carburant aussi. D'électricité et carburant. Oui. Flora, la question suivante, c'était de qui? Il y avait une question de Monique. Alors, désolée si je ne prononce pas bien vos prénoms, de Monique Muting ou Mutin, au sujet de la situation actuelle des organisations paysannes et du mouvement des femmes en Haïti. Donc, je ne sais pas si Monique souhaite prendre la parole.